Ce soir, c'est un travail d'équipe qu'on a essayé de réaliser et je vais essayer de donner la parole à certains d'entre nous pour vous proposer un peu et vous mettre en lumière notre programme. On va commencer par Éric Baudon, officier de marine en retraite, chef d'entreprise. Merci Benoît. Bonjour. Vous savez, vous qui suivez la campagne et qui êtes présents ce soir, que le projet que nous portons repose sur deux axes principaux. Le premier est un projet structurant que Benoît Basile vous présentera tout à l'heure. Et le second est une réforme de fond des services municipaux pour que toute l'action communale soit tournée efficacement vers les Piersois. Vous êtes tous attentifs à l'action de ce qui se voit en ville, au quotidien. C'est le cas par exemple des services techniques et des résultats de leur action. Nous avons déjà annoncé une réforme de l'organisation des services et nous souhaitons bien entendu porter une attention particulière aux services techniques. L'efficacité des agents municipaux a été limitée par un manque de matériel et d'entretien des moyens techniques mis à leur disposition. Ceci explique le recours grandissant ces dernières années à la sous-traitance, comme par exemple le marquage au sol. Au lieu d'avoir la réactivité nécessaire sur tout le territoire de la commune, nous sommes soumis à un contrat externalisé et à toutes ses contraintes. La raison de cette sous-traitance est la mise en indisponibilité du matériel municipal. Conséquence, pour le personnel, dans ces cas-là, soit il se reconvertit dans une autre spécialisation, ou soit il devient polyvalent et peut ainsi perdre la motivation liée à son emploi initial. Malgré les budgets alloués aux services techniques en hausse, nous devons constater que l'efficacité générale n'est pas celle que nous sommes en droit d'attendre. Nous souhaitons procéder à un audit complet des services techniques pour en apprécier la réelle capacité à répondre à notre volonté d'un meilleur service rendu aux habitants de Thuers. Cet audit passera par un inventaire du matériel, des contrats de sous-traitance, de l'organisation du travail et bien entendu des ressources humaines du service. Je veux ici citer un exemple de ce que nous souhaitons mettre en place. Il s'agit d'une équipe d'intervention rapide qui sera mobilisable dans un délai court, 48-72 heures, à partir de sa saisine. Cette équipe sera joignable par un numéro dédié, par une application smartphone que nous mettrons en place ou par le nouveau site internet de la commune. Bien entendu, il faudra pouvoir mesurer son degré d'efficacité et pouvoir rendre compte à M. le maire et aux habitants du service rendu. Pour ce faire, nous mettrons en place des indicateurs de saisine, de prise en compte, de délai d'intervention et de résolution du dossier. L'adjoint délégué au service technique pourra ainsi accéder chaque mois à un indice de satisfaction de ce nouveau service. Comme la réorganisation des services techniques s'inscrit dans une nouvelle politique RH générale et volontariste, nous serons attentifs à ce que le personnel soit mieux formé, mieux dirigé, mieux évalué et mieux considéré, pour qu'il s'épanouisse pleinement dans son travail. Nous comptons ainsi améliorer le service rendu aux Piersois, diminuer le taux d'absentéisme et mieux maîtriser le recours à la sous-traitance. Cette action, comme toutes celles qui s'appuient sur le second axe de l'action municipale que Benoît Basile peut entreprendre, n'a qu'un sens, que chaque Piersois retrouve dans son quotidien un juste retour de son impôt. C'est exactement ce qui doit motiver l'action des élus et de tous les agents municipaux. Je vous remercie. Alors, la deuxième intervention, c'est Françoise Varin qui va venir me rejoindre. Françoise Varin, fonctionnaire du ministère des Armées à la retraite, adjointe sortante à la culture. Bonsoir. Le programme de notre liste se présente donc sur deux axes majeurs, qui sont le projet phare de revitalisation du centre-ville et la nouvelle politique communale que nous voulons tourner vers tous les Thuersois sans exception et dans tous les domaines du quotidien. Benoît Basile, comme le reste de son équipe d'ailleurs, est très attaché à la petite enfance et à la jeunesse. Ces premiers moments de la vie en société sont une étape essentielle dans l'existence et il faut tout mettre en œuvre pour faciliter à la fois le bien-être des enfants et la gestion du quotidien scolaire et périscolaire pour les parents. Benoît est sensibilisé à double titre, puisqu'il est père d'une petite fille de 3 ans et que son épouse est professeure des écoles. Ce thème occupe une grande place dans son programme avec des mesures fortes
comme celle que je vais énoncer maintenant. La cantine à 1 €, tout en préservant qualité et diversité des produits. Le renouvellement de la délégation de service public des repas scolaires aura lieu en 2021. À l'occasion de la négociation de ce marché public, il sera exigé que le bio représente 50% des produits proposés à nos enfants. Un relais d'assistante maternelle sera installé à Lustau Pertutti et cette salle sera aménagée en conséquence. Je précise que c'est le nouveau centre culturel et associatif qui offrira la salle polyvalente dont Cuers a besoin. Une participation annuelle de 500 € sera proposée pour les frais de garde des enfants en bas âge, dont les parents emploient une assistante maternelle de la commune ou utilisent les services d'une crèche associative. Les horaires de garde périscolaire seront élargis pour plus de flexibilité pour les parents. Une étude gratuite avec aide aux devoirs sera proposée à partir de 16h30. Une participation de 50 € par enfant sera mise en place pour l'obtention des licences sportives. Vous l'avez compris, notre projet est résolument tourné vers tous les Cuersois, afin qu'ils y retrouvent un juste retour de leurs impôts. Je vous ai parlé des jeunes et ma collègue Martine Chassin vous parlera des seniors. C'est une volonté assumée que de mettre en place des mesures concrètes en faveur de toutes les catégories d'âge et surtout d'avoir la capacité de les financer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Françoise. Alors, le troisième intervenant. Martine, si tu veux bien venir nous rejoindre. Bon alors, allez Jérôme viens avec nous. Jérôme Chassin, fonctionnaire territorial. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bilan d'adjoint aux finances de Benoît Basile est plutôt flatteur, d'autant qu'il a été validé par les services de contrôle externes, la préfecture, la Chambre régionale des comptes, la Direction générale des finances publiques. Je citerai seulement 2 points importants, le règlement de l'affaire du prêt toxique et le déficit de la ZAC des défauts. Premier point, le prêt toxique a enfin été transformé en une simple dette, avec un taux d'intérêt fixe à 2,35%, au lieu des pics à 18% connus dès 2015. Deuxième point, l'intégration du déficit de fonctionnement de la ZAC des défauts, qui a été étalé sur les années 2019 à 2021. Ce dossier datait tout de même du début des années 2000. Je précise que Cuers fait partie, comme seulement 25 collectivités territoriales de France, du dispositif d'expérimentation de la certification des comptes. Le contribuable cuersois est donc assuré que le produit de son impôt est géré en toute transparence et avec la rigueur qu'il est en droit d'attendre. Je veux citer 2 réalisations majeures. L'école Jean Moulin et le pôle culturel et associatif, qui ont été financés à hauteur de 10 millions d'euros, sans augmentation d'impôt, et qui n'ont pas empêché la commune de dégager un excédent budgétaire du même montant, c'est-à-dire 10 millions d'euros en fin de mandat. C'est la preuve que nous avons les compétences pour proposer un programme ambitieux, finançable et sans recours à de nouveaux impôts. À ce sujet, nous proposons une mesure que nous sommes les seuls à envisager, une baisse du taux communal proportionnellement à la hausse des bases locatives. La taxe foncière, vous le savez, pèse lourdement sur les propriétaires. Elle augmente mécaniquement chaque année à cause de l'augmentation nationale des bases locatives votées par le Parlement. Cette année, par exemple, elle augmentera de 0,9%. Je propose de faire voter chaque année une baisse du taux communal proportionnellement à la hausse de ces bases locatives, ce qui aura pour conséquence de geler vos taxes foncières, tout en garantissant un produit fiscal stable pour la commune. Mais nous avons également d'autres pistes d'économie, notamment la nomination d'un agent dédié à la recherche de toutes les subventions possibles. Il sera formé dans ce domaine et aura la responsabilité de l'optimisation des investissements communaux. Cet agent devra également mettre en place des mesures de bon sens, la mutualisation des moyens
le regroupement des commandes, l'optimisation de la mise en concurrence, pour nous permettre d'encore mieux maîtriser les dépenses publiques. Il devra enfin s'assurer que les dépenses engagées par la commune reviennent bien à sa charge et qu'elles ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de contrats d'assurance ou de garanties contractuelles. Grâce à nos résultats officiellement reconnus, nous sommes la seule équipe à vous garantir que la rigueur budgétaire restera une priorité absolue et qu'avec nous, vous ne partirez pas dans une aventure électorale qui conduirait inévitablement à l'explosion de la dette et des impôts. Je vous remercie pour votre attention. J'appelle Martine, cadre supérieur de la fonction publique territoriale, et qui était avec nous conseillère municipale. Bonsoir. Je vais vous parler, brièvement, c'est une façon de dire, de deux équipements qui, à mon sens, sont complémentaires et à même de recréer du lien social dans notre ville, car ils s'adressent à tous, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux familles et aux seniors. Le premier équipement, initié et porté par Benoît Basile lors du mandat actuel, est en cours de finition sur le site de l'ancienne école Jean Moulin. Il s'agit du pôle culturel. C'est un équipement structurant important pour notre commune, qui répond à plusieurs besoins identifiés et qui comprend une grande salle polyvalente de plus de 500 mètres carrés, entièrement équipée, qui remplacera cette salle et fera office de salle des fêtes et de salle de spectacle. Une partie du site est consacrée à l'école de musique, qui sera transférée sur ce site dès son ouverture et qui disposera de locaux insonorisés et de matériel renouvelé. La partie sud comprend plusieurs salles de belles dimensions destinées à nos associations puersoises, qui disposeront d'une entrée indépendante. Enfin, la partie nord-ouest est consacrée à la bibliothèque-médiathèque, qui sera accessible à tous gratuitement et dont les horaires seront adaptés aux besoins de la population. Outre les prêts de livres et d'albums, il sera possible d'y consulter la presse locale ou nationale ou d'utiliser l'un des 10 ordinateurs de la salle informatique. Un programme d'animation sera établi avec notamment des ateliers pour les scolaires en lien avec le personnel enseignant. Pour les plus petits, des lectures de contes et des animations seront organisées. Enfin, pour les adultes, des rencontres d'auteurs et des conférences seront également programmées. Cet équipement devrait ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Et vous pourrez alors en constater la qualité et l'intérêt pour notre ville et ses habitants. Le deuxième équipement dont je voulais vous parler est le projet de création d'une maison intergénérationnelle sur le site de l'ancienne maison de retraite Saint-Jacques. Elle sera construite de manière à favoriser les rencontres et le partage entre les générations et sera placée sous gestion associative. Elle s'articulera autour de 4 axes. La création et l'aménagement de locaux pour la jeunesse dans lesquels les jeunes pourront se retrouver et pratiquer les activités qui les intéressent sous la conduite d'un animateur. L'aménagement de salles qui permettront le développement d'activités telles que la peinture, des cours d'apprentissage aux nouvelles technologies, des cours de cuisine ou encore la pratique libre de la musique. Le site accueillera également un centre de création culturelle avec studio d'enregistrement, salle de peinture et de sculpture, initiation au théâtre ou à la danse. Ce centre sera géré par les associations culturelles elles-mêmes qui auront tout loisir de le faire vivre avec l'aide logistique de la commune. Enfin, le foyer des anciens y sera transféré et il disposera d'espaces adaptés pour des activités diverses que nous construirons ensemble. Car nos aînés feront l'objet de toute notre attention durant ce mandat. Cela se manifestera d'une part, dès les premiers jours, par la création d'une délégation dédiée aux seniors, qui deviendra le lien privilégié pour nos anciens et qui aura pour mission de mettre en adéquation les services proposés et les besoins de nos aînés.
D'autre part, il sera créé un pass senior pour les retraités clersois qui procurera des avantages, notamment des réductions sur les activités proposées par la commune. Séances de sport, cinéma, théâtre. Les réalisations présentées ici prouvent qu'il est possible d'avoir une ambition collective, à condition de montrer une volonté politique et une rigueur budgétaire sans faille. Les propositions que nous vous soumettons pour le mandat qui vient seront, j'en suis sûre, appréciées, car elles sont attendues par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes, pour retisser l'indispensable lien social intergénérationnel. Je vous remercie. Le dernier, Michel Faudon, directeur d'établissement médico-social à la retraite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. La gestion des ressources humaines de la commune doit s'adapter au programme que vous aurez choisi. Si c'est le nôtre, vous savez qu'une des lignes directrices de Benoît Basile est de tourner l'action des élus et des services communaux vers la population. Nous devrons donc revoir l'organisation des ressources humaines pour qu'elle soit en total accord avec ce principe. La moitié du budget ville est consacrée à la masse salariale, soit 6,5 millions d'euros, bientôt 7. Cela correspond à l'emploi de 220 agents municipaux dans l'ensemble des services. La restructuration des services sera notre première priorité immédiatement après l'élection. Pour ce faire, 3 axes de travail doivent être envisagés. Dans un premier temps, il faut un état des lieux. Il s'agit de considérer l'organisation actuelle et de faire l'évaluation complète des effectifs. Deuxièmement, adapter, ajuster les ressources humaines aux enjeux du mandat. Troisièmement, améliorer la qualité de vie au travail et les perspectives d'emploi pour les agents. Donc, premier axe. Il s'agira de vérifier la répartition actuelle des moyens humains, si elle est justifiée et justifiée et efficiente. Que les fiches de poste, les fiches de tâches soient cohérentes et pertinentes, que l'activité soit tracée et évaluée, et que les agents municipaux disposent bien des formations dont ils ont besoin. Ce travail se fera évidemment avec l'encadrement et la direction des ressources humaines. La deuxième action répondra à une logique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à partir des dysfonctionnements constatés. Elle s'appuiera sur des principes simples, comme la mutualisation de certaines tâches, une nouvelle répartition des moyens humains, une prise en compte plus fine des travaux sous-traités. Le but est également de mieux maîtriser la masse salariale, la réduire éventuellement. Enfin, le troisième axe sera l'amélioration de la qualité de la vie du travail, la qualité de vie au travail. Cet axe de travail sera primordial pour diminuer déjà le taux d'absentéisme, reconnaître et mieux récompenser le professionnalisme et la motivation des agents. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail et la relation humaine basée sur la confiance au sein des services et entre les services. Une coordination est indispensable à ce niveau. Enfin, assurer un plan de formation cohérent. Et les futurs recrutements seront effectués sur des principes de légitimité et d'expertise. En conclusion, définir et mettre en place un vrai plan d'action au niveau des ressources humaines est une première à QERS depuis des décennies. C'est le préalable indispensable à tout programme municipal et nous sommes les seuls à le proposer de manière aussi précise. Seul un maire jeune, entreprenant et libre d'agir comme Benoît Basile peut nous assurer qu'il mettra tout en place pour engager les réformes dont QERS a besoin. Je vous remercie.
Vous l'aurez compris, je veux rendre à Cuers son esprit de village provençal, où il fait bon vivre et tourner toute l'action communale, élus et fonctionnaires, vers l'habitant, pour améliorer son cadre de vie, sa sécurité et son bien-être au quotidien. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre une vision d'avenir structurante pour redynamiser le centre-ville et une gestion communale courante qui réponde à l'explosion démographique que la ville a connue ces dernières années. Mon programme repose donc sur 2 axes principaux. Un projet de mandat structurant et une réforme complète de la gestion communale. Michel a présenté le projet de mise à niveau de la gestion des ressources humaines, indispensable pour disposer des moyens humains nécessaires à la mise en place du programme. Faire ce travail, c'est remettre les choses dans l'ordre. Vous avez fait beaucoup d'efforts depuis le début des années 2000. Il est temps que vous voyiez le juste retour de vos impôts, comme j'ai commencé à le faire depuis 2 ans. Grâce avec le City-Stade, le pôle culturel, le quartier Sainte-Marthe, l'avenue Foch. La première action du mandat sera donc d'évaluer et de réorganiser les ressources humaines. Remettre les choses dans l'ordre, c'est traiter les causes avant les conséquences, donner les objectifs clairs et des moyens avant d'exiger des résultats, promouvoir la cohésion et la coordination dans l'action et lutter contre l'individualisme. Nous comptons ainsi optimiser le fonctionnement, la masse salariale et le service rendu à la population. C'est le point de départ de mon action en tant que maire. Sur le plan de la communication et du numérique, le besoin de modernisation est évident. Je vous proposerai un nouveau site internet, plus vivant, plus interactif, plus tourné vers le service à la population. Une application smartphone Infoville qui vous offrira de nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez mobiliser les services techniques, la police, contacter les élus ou faire des sondages. Je créerai un journal numérique des associations, car nous souhaitons fortement développer le partenariat mairie-association. Vous le constaterez tout au long de notre programme. Nous rénoverons le bulletin municipal avec une orientation éditoriale orientée vers la vie des Cuersois plutôt que vers les élus. Françoise et Martine vous ont détaillé une partie des mesures en faveur des jeunes, de la petite enfance et des seniors. Je voudrais ajouter que les écoles ne sont pas oubliées. Le sujet des écoles a toujours été une priorité pour moi, puisque je participe au conseil d'école depuis plus de 3 ans. J'ai mis en place une équipe dédiée de 2 personnes et un budget spécifique d'intervention. Ainsi, la rénovation planifiée de l'école Marcel Pagnol bénéficiera dès cette année de 1,5 million d'euros de travaux, dont 40% de subventions, avec la création de 2 classes supplémentaires, une salle polyvalente, et nous rénoverons totalement ce groupe scolaire. Concernant le groupe Jean Jaurès, je souhaite apporter les précisions suivantes. Les lignes budgétaires annuelles existent bien entendu. Si des dysfonctionnements ont existé dans la conduite de certains travaux, c'est bien la preuve qu'il faut une réorganisation de l'action communale. C'est ma volonté, et l'objet de ma future politique des ressources humaines. J'ai été très impliqué dans ce dossier en sortant du cadre de ma stricte délégation. J'ai débloqué les fonds nécessaires au règlement de l'urgence et j'ai tenté de créer les conditions de la concertation et d'une planification des travaux. Si je suis élu, je m'engage à poursuivre en ce sens et à engager les travaux après un audit complet de Jean Jaurès. Autre sujet essentiel, la sécurité. Beaucoup a déjà été fait. Partenariat police municipale, gendarmerie, déploiement de la vidéosurveillance, augmentation des effectifs, formation, équipement, armement. Nous proposons d'aller encore plus loin avec, par exemple, une réforme, un renforcement du dispositif de vidéosurveillance, une augmentation des effectifs grâce à la réforme des ressources humaines. Nous adhérerons au réseau des mairies vigilantes en partenariat préfecture, mairie et gendarmerie. Concernant l'environnement, j'ai déjà indiqué que la priorité doit être donnée à la prise en compte de cette problématique dans chaque décision d'investissement et d'équipement. Cependant, j'ai retenu quelques actions à mener dans mon projet.
étudier la possibilité d'équipement des bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques, proposer la création de jardins partagés sur des terrains communaux agricoles libres, mettre en place une patrouille de propreté par les services techniques, notamment autour des points de collecte, et doubler la fréquence du nettoyage des centres-villes. La délégation des finances est l'une des plus importantes de la commune. Elle nécessite une très forte implication pour maîtriser la dette et les taux d'imposition, tout en dégageant la possibilité d'investissement et de fonctionnement des autres délégations. L'objectif qui m'a été confié d'assainir les finances et dans les 2 dernières années de développer des projets d'équipement structurants, comme le pôle culturel, ces objectifs ont été atteints. Les organismes officiels en attestent. Le résultat de cette politique budgétaire est un excédent de fin de mandat de plus de 10 millions d'euros, une capacité d'autofinancement retrouvée et un recours à l'emprunt à nouveau envisageable. Jérôme vous a également fait part de nos propositions, dont l'une d'entre elles me paraît essentielle pour les Cuersois. Vous savez que nous n'avons pas augmenté les taux communaux pendant toute la durée du mandat. Cependant, le net à payer augmente chaque année. Nous proposons, et nous sommes les seuls à le faire, de corriger cette hausse par une baisse proportionnelle du taux communal. La taxe d'habitation disparaît cette année pour 80% des ménages. Les propriétaires cuersois, notamment ceux très nombreux qui ne possèdent que leur habitation principale et qui font tant d'efforts pour l'acquérir, ne doivent pas avoir le sentiment d'être des cibles fiscales. Pour assurer la maîtrise fiscale dans les finances locales, il faut la même rigueur budgétaire que celle dont j'ai fait preuve depuis 2014. C'est la raison pour laquelle je propose de continuer à travailler sur les économies à réaliser en interne en optimisant la masse salariale et en contenant les dépenses de fonctionnement. Ce sont toutes ces mesures qui me permettent de vous proposer un projet de développement à la hauteur d'une ville de 12 000 habitants. Car oui, les investissements structurants d'une ville comme la nôtre se calculent en millions d'euros. Nous ne sommes plus un village. Une ville comme la nôtre n'est plus seule pour son développement. Elle peut compter sur une intercommunalité et des sources de subventions diverses. Il faut seulement des élus responsables, rigoureux et qui ont une vraie vision d'avenir pour la ville. Pas des aventuriers ou celles et ceux qui voient encore Cuers comme un village des années 90. Nous venons avec l'école Jean Moulin et le pôle culturel et des aménagements comme le quartier Sainte-Marthe de prouver que nous sommes les gestionnaires et les visionnaires dont Cuers a besoin. Avant de vous présenter le second axe de mon programme, je souhaite dire un mot sur l'intercommunalité. Nous sommes aujourd'hui une ville de 12 000 habitants et sommes intégrés dans une intercommunalité de près de 45 000 habitants. 8 grandes compétences ont été transférées de la commune à l'intercommunalité. Notre projet, avec les élus qui siégeront à l'interco, est de vous informer de nos délibérations et de nos votes. Nous serons attentifs à des dossiers tels que l'imposition et la taxe d'ordures ménagères, à l'entretien des voiries d'intérêt intercommunal, notamment celle de la ZAC des Bousquets, au développement économique et touristique. Le second axe du programme est le projet structurant qui s'étalera sur le mandat pour transformer durablement Cuers et lui rendre son esprit de village provençal. Pour cela, il faudra freiner les nouvelles constructions, notamment dans le logement collectif en périphérie, et ainsi limiter les logements sociaux à l'existant. Il est inconcevable de poursuivre cette course à l'urbanisation sans développer les capacités d'accueil de ces nouvelles populations. Les travaux du centre-ville permettront une revalorisation du cadre général, de l'habitat et du commerce. Nous voulons poursuivre le changement de Cuers que j'ai déjà entamé depuis 2 ans. On a affiché la vue générale du projet qu'on a divisé en 5 zones. Donc il y a 2 ans, le maire m'a chargé du développement des grands projets de fin de mandat et de leur financement.
Nous avons choisi de travailler sur 5 zones stratégiques. Il descend au fort. Merci. Donc nous avons choisi de travailler sur 5 zones stratégiques du centre-ville. Certaines parties du projet ont déjà été réalisées sans augmentation de vos impôts et à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il s'agit par exemple du pôle culturel, repéré en numéro 4 sur le plan, donc derrière le gymnase, tout le monde je pense que tout le monde va oublier. Il y a un an, nous posions la première pierre de ce chantier. Beaucoup, je dis bien beaucoup, ont douté de sa faisabilité et pourtant il sera prochainement inauguré. Demain, nous ne serons plus dans cette salle, mais dans une salle polyvalente à la hauteur des besoins de notre ville. Nous répondons également aux besoins d'équipement pour la bibliothèque, médiathèque, l'école de musique et les associations. Ce lieu est dimensionné pour accueillir des événements d'une ville comme la nôtre. Le repère numéro 5 est le quartier Sainte-Marthe, donc derrière l'école Sainte-Marthe, au-dessus de la place de Gaulle, la place du Gaulle, peu importe. Le chantier a terminé récemment. Donc le repère numéro 5 est le quartier Sainte-Marthe. Nous avons démoli des locaux vétustes de l'ancienne école pour réaménager la voirie, créer de nouveaux parkings et sécuriser l'accès à l'école Sainte-Marthe. Nous aurions pu densifier l'habitat sur ce secteur, mais nous avons préféré augmenter le nombre de places disponibles dans l'optique de piétoniser la place Charles de Gaulle. Comme au pôle culturel et sur l'avenue Foch en cours de réflexion, nous avons choisi des matériaux de qualité pour l'agrément et pour la durabilité. L'église et la place Charles de Gaulle, sur le repère numéro 1, permettront de mettre en valeur un patrimoine aujourd'hui masqué par du stationnement. Il s'agit sur la place de Gaulle de supprimer 11 places intérieures, de rénover la fontaine, de déplacer les oliviers ailleurs sur la commune et de planter des arbres plus grands. Le tout avec une réflexion de qualité des sols. Pour l'église, il est temps de remettre en valeur cet édifice patrimonial. Nous nous inspirerons de Soyez Pont pour la rénovation des abords piétonniers de l'église. En zone 3, le square Fournier a été requalifié et accueillera prochainement de nouveaux jeux pour la petite enfance. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Le quartier de la Maison Saint-Jacques, qui se situe en face, accueillera une maison intergénérationnelle et un centre de création culturelle libre. L'objectif du réaménagement de ce lieu, en partie géré par les associations, est de retisser le lien social dans la commune. Nous aurons également l'occasion de créer un espace vert entre la Maison Saint-Jacques et l'abattoir. Cet espace vert communiquera avec la place Convention. Il s'agit de la zone numéro 2 sur le plan. La place Convention sera rendue aux piétons avec une voie traversante et un transfert des places de stationnement vers la place Mitterrand. Cela permettra de bénéficier d'un nouvel espace de rencontre, de festivités et de commerce éphémère. Ce projet d'ensemble n'a de cohérence que s'il s'appuie sur un grand espace de stationnement souterrain entre le parvis de la mairie et la poste. À l'image du parking central de la Valette, nous libérerons et aménagerons une grande esplanade piétonne tout en offrant 3 niveaux de stationnement gratuits pour un total de 600 places. Le financement de ce projet, pour un coût d'environ 9 millions d'euros, est précisé sur l'image. Donc, un tiers d'emprunt, un tiers d'autofinancement, avec 10 millions d'excédents, on peut financer un tiers de financement, d'autofinancement, et un tiers qui sera subvention et peut-être des ventes d'une partie du parking en box pour les cuirsois. Il pourra d'ailleurs profiter aux cuirsois qui pourront se porter acquéreurs de places et de box. Si les autres critiquent sur le projet, sur son coût, c'est qu'ils ne savent pas le financer, et j'ai déjà fait mes preuves à ce sujet. Cela les empêche également d'avoir une vision d'avenir à la hauteur des enjeux locaux
Et c'est pour cette raison qu'il ne propose que des mesurettes. Une commune n'est pas seule. Les sources de subventions les sources de subventions sont nombreuses, la capacité d'autofinancement et d'emprunt sont rétablies. Oui, c'est un projet de plusieurs millions d'euros, comme l'école Jean Moulin, comme le pôle culturel, et je les ai financés. Nous ne sommes plus en 2008. Vous devez faire le choix sur la capacité du futur maire à équiper QERS, à équiper une ville de 12 000 habitants. Je vous propose une petite vidéo pour illustrer toute cette zone. Mes chers concitoyens, le projet que je viens de vous proposer est déjà en partie une réalité. Poursuivre son développement est une obligation pour briser la logique de ville dortoir et rendre à QERS son esprit de village de Provence. J'ai préféré le concret d'un projet d'ensemble structurant à un programme constitué de mesurettes. Un seul choix se présente à vous. Rompre avec le passé et se tourner vers un avenir que j'ai déjà commencé à dessiner, ou continuer à voir QERS, notre centre-ville, se refermer sur elle-même. Je vous demande donc de soutenir massivement notre programme pour un vrai changement dès le 15 mars prochain. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Je vais
un petit moment ouvrir les questions, si vous le voulez bien. Juste, après on ira boire un petit verre de l'amitié. Il y a le programme. En sortant, n'hésitez pas à le prendre, on va le mettre à votre disposition. Si Jean-Luc, si tu peux le mettre sur les tables, le programme. Merci. Qui commence? À toi, Michael. Tu veux un micro? On n'a qu'un micro, mais je viens à toi. Bonsoir. J'avais une question plus au niveau des aides financières pour les jeunes, au niveau de la commune. Je voulais savoir si ça va être soumis à condition de ressources. Tout simplement. Alors, tu parles de la cantine ou Pour les 50 € pour les jeunes. pour le sport? Non, pas du tout. Ça, c'est pour les séances sportives. Non, ça ne sera pas conditionné, ça sera pour tous les Cuersois qui veulent avoir accès au sport. Voilà, c'est une petite aide financière. Parce que je sais que des fois, c'est compliqué pour les associations sportives de baisser le prix. Donc, je pense que nous, en essayant d'aider les jeunes pour s'y inscrire, pour 50 €, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà une bonne partie de la licence sportive. Une autre question? La durée pour la réalisation de ce projet. Alors, la durée. Ça s'étalera sur combien de temps? Donc, vous l'imaginez bien, c'est un gros projet. Je pense que QRS, ça sera un des projets structurants, mais il faut passer par là. Il y a déjà un an d'études. Un an d'études pour ça. Et après, je pense qu'il y a environ 2 ans de travaux. Donc, vous allez me dire où va-t-on se garer pendant ces 2 ans. Je pense créer des parkings éphémères en périphérie de la commune et créer des navettes qui iront du centre-ville à ces parkings éphémères, je pense de 7h à 20h, pour pas que les Cuersois ils fassent des kilomètres, surtout ceux qui habitent au centre-ville, pour éviter de gêner au moins la vie quotidienne. Oui? Merci. Ouais. Alors pas du tout. Non. C'est un parking qui sera gratuit, parce que si demain je veux redessiner QRS et apporter et dire aux Cuersois, allez, venez dans le centre-ville, venez découvrir notre centre-ville, je ne peux pas leur dire, et il y a une place. Voilà. L'idée, c'est... Oui, c'est des attaques faciles. Merci. Bon. Je pense que tout le monde veut boire un... Je voudrais savoir, la ZAD des défunts, ils perdent de l'argent, pourquoi? Alors, c'est un petit peu compliqué. La ZAD des défunts, en fait, c'est historique. Hein. Ça date de monsieur Pierre Bigou. En fait, il y avait un déficit sur le fonctionnement, parce qu'à la base, cette ZAC, elle était... c'était pas qu'Intermarché, monsieur Le Collage, c'était toutes les habitations qui étaient derrière. Et à l'époque, au lieu de faire des entreprises, ils ont urbanisé et ouvert aux petites maisons et aux lotissements qui sont derrière la zone. Et c'est à partir de là qu'on n'a pas réussi. Ils n'ont pas réussi à équilibrer le budget. Voilà. Donc pour ça, et c'est des écritures comptables en fait. Hein. Pourquoi quand c'est le privé qui fait des aménagements, il gagne beaucoup d'argent, quand c'est une mairie, c'est nous qu'on paye? Parce que les choix à l'époque, ils ont acheté les terrains beaucoup trop chers. La réalité, elle est là. Il y avait une vision d'ensemble sur une zone globale. Il y a des aménagements très coûteux qui ont été faits pour Intermarché et pour M. Récolage, parce que vous avez vu que ce n'est pas le terrain naturel, hein, il a fallu décaisser. Et malheureusement derrière, cette ouverture à l'urbanisation n'a pas permis d'équilibrer la ZAD des défunts. Voilà. Donc, c'est un sujet important parce qu'il a fallu en fait, la difficulté, c'était qu'on devait réintégrer ce déficit sur le budget de la commune. Et il y a 6 mois en arrière, j'ai donc négocié avec la préfecture qu'on réussisse dès 2019 à intégrer une partie de la dette en 2020 et en 2021. Donc 3 fois 500 000 € pour
pour laisser de côté le budget de la ZADF. D'autres questions? Alors. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets de construction d'habitation? Alors, vous savez que le PLU, il est donné à 15 000 habitants. Là, on est à 12 000. J'ai déjà voulu freiner quelques projets. Le projet de Saint-Pierre. Saint-Pierre, là-haut, après le cimetière, il y a 8 hectares qui étaient prévus à l'urbanisme. On les a laissés de côté. Et en fait, je veux essayer de limiter les logements collectifs et les logements sociaux, parce que rapidement, la loi SRU nous demande 1200 logements sociaux sur PS. On en a actuellement 300. Voilà. Donc si demain on veut continuer cette course à l'urbanisation, il nous en reste 900 à mettre en œuvre. Donc, moi je préfère avoir un positionnement clair, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le discours. Il faut stopper l'urbanisation sociale. Quitte à payer une amende tous les ans, mais tant que QRS n'est pas rétabli structurellement, c'est compliqué de voir l'urbanisation se développer. Alors, madame, vous voulez le micro? Bonsoir. C'est justement ce qui concerne les constructions qui sont en cours actuellement au quartier Paronneau, qui vont être livrées d'ici quelques mois. Je suis, et certaines personnes que je connais, énormément inquiets et inquiètes sur le fait que quand ces appartements et maisons vont être livrés, il va y avoir des familles avec logiquement des enfants. Ayant moi-même mes enfants scolarisés à côté, sachant les effectifs presque au complet ou au complet sur certaines classes, et la maternelle qui est presque bondée. Il reste une classe en maternelle, je crois. Oui, une, mais enfin, il ne va pas y avoir que des tout petits, il va y avoir des moyennes sections et tout ça. Où vont aller tous ces enfants, malheureusement, parce que ces appartements vont être livrés, vu qu'ils sont en construction, beaucoup de monde s'inquiète, où vont pouvoir aller tous ces enfants, en sachant que le collège également, si c'est les plus grands qui arrivent, et avec un grand nombre d'enfants, donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Donc est-ce qu'on a déjà des réponses, ou parce qu'il va y avoir sur Marcel Pagnol simplement 2 classes de plus, mais pas sur les autres écoles, malheureusement ce ne sera pas possible. Donc c'est sur cette inquiétude qu'on aimerait avoir des réponses. J'attends le micro. Ouais, ben, pose votre question, comme ça je... Quand pensez-vous revoir un peu l'assainissement à Trieste? Et puis un peu revoir aussi les macadam dans les lotissements qui sont oubliés, entre autres les rayons. Ok. Comme ça me laisse le temps de réfléchir. Alors pour les écoles, en fait, il y a une étude qui a été faite récemment par un organisme à la commune. C'est pour ça qu'on fait les 2 classes supplémentaires sur Marcel Pagnol, en fait, pour pallier aux éventuelles arrivées des prochaines constructions, en sachant que dans cette étude, on prend en considération les nouvelles arrivées de ces bâtiments et les nouvelles arrivées des péruviens. Donc les péruviens, on va faire une petite parenthèse tout à l'heure, mais donc voilà, sur ça, sur les maternelles, pas de problème. Sur les élémentaires, alors le collège c'est un peu plus particulier. Je vais parler des élémentaires d'abord. Sur l'Anjouès, il reste 4 classes de livres. Le bâtiment, c'est sûr, il faut lui mettre un petit coup de fraîcheur, mais je pense que ça, encore une fois, grâce à l'audit qu'on va réaliser et grâce aux récentes affaires qu'il y a eu, on en fait aussi une priorité. Et donc, 4 classes d'un côté et 3 classes de l'autre, parce qu'il y en a encore une de libre sur le Jean Moulin, on a le temps de venir voir des familles. Hein, parce que de toute façon, il n'y a pas d'ouverture de classe tant qu'il n'y a pas 29 élèves de moyenne par classe.
Donc ça, c'est pas la commune qui décide, c'est l'éducation nationale, hein, vous le savez. Donc, pour l'instant, voilà, on a encore le temps de voir venir les choses. Après, au collège, ça se complique un petit peu parce que c'est pas communal. Hein. Les collèges sont gérés par le département. Mais bon, ça sera donné en priorité au Cuersois, parce que l'établissement est sur Cuers. Mais je ne peux pas aller plus loin sur ça, parce que malheureusement, voilà, on n'a pas la délégation pour. Mais en tout cas, en primaire et en maternelle, on peut avoir quelques années devant nous pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fera par la suite. Alors, côté j'ai répondu à votre question. Donc, côté assainissement, l'assainissement a été fait à l'époque par M. Safati et dimensionné pour 15 000 personnes. Actuellement, on est 12 000. Le PLU est donné à moins de 15 000 personnes, donc on peut voir venir. Je connais votre problème, on en a déjà discuté. C'est vrai qu'il y a un souci de votre côté, mais qui est prévu, on en a parlé récemment, dans un réaménagement du quartier et de la pointe qui est juste en face de chez vous, je crois. Voilà. Donc je ne peux pas vous apporter plus d'informations que je vous ai donné la dernière fois. Alors, côté macadam, on a dépensé 1 million d'euros cette année. Hein. On a mis en place un plan pluriannuel et on va continuer à travailler en ce sens pour améliorer toutes ces routes. Là, je prends l'exemple des charrettes qui ont été faites. Il y a Foch actuellement qui a été faite, il y a une partie à la Couvrine, une partie à la Bouisse également qui a été faite. Il y a tout le quartier Sainte-Marthe. Si vous venez, c'est 1 million d'euros de travaux, hein, le quartier Sainte-Marthe. Il y a beaucoup de gens qui se rendaient à l'école et qui avaient des difficultés dans ce quartier. Là, c'est terminé. Maintenant, on rouvre avec 57 places supplémentaires. Donc voilà. Petite parenthèse sur les Péruviens. Certains avaient des questions dessus, peut-être? Oui, Monsieur Faudon. Simplement, puisque vous êtes adjoint aux finances, vous avez créé une opposition le 12 décembre. Oui. Et cette opposition, on le voit, a créé un bouleversement dans les relations avec le président de la commune. Donc, vous êtes opposé à une disposition de signature d'un avenant sur une convention qui est importante. Et donc, on a besoin d'avoir une explication. Alors, l'explication est claire et simple. Déjà, je n'ai pas été tout seul à m'opposer, hein. On a été 17. Tout simplement, ce dossier que j'ai un petit peu suivi, la commune a embauché un cabinet d'avocats pour ça. Et des conseils. Ces conseils, juste avant le conseil municipal, nous ont dit clairement qu'il ne faut pas signer cette convention. Parce que derrière, il y aura du pénal, derrière, vous mettrez en danger la commune si vous signez cette convention. Donc, nous, élus éclairés, avons voulu voter contre, hein, parce que voilà, on est libre de notre choix et on était conscient des engagements si on votait pour. Donc en parallèle, là il y a un communiqué récemment qui a été fait sur ça, avec un rétablissement de la vérité. Entre parenthèses, je suis étonné parce que cette même personne a eu les mêmes conseils. C'est la commune qui paye, c'est pas moi, Benoît Basile, qui a payé un avocat. Non, c'est la commune qui a payé un expert en urbanisation pour nous dire stop à la SAGEM, dans ces conditions-là. Voilà. Donc, c'est clair. Après, vous parlez de M. de Canson. Bon, je ne me suis pas mis à mal avec M. de Canson. C'est le président de l'intercommunalité. Il voit de loin ce dossier. Non. Nous, notre priorité, c'était ça. C'était choisir la bonne solution pour les Cuersois et pas faire un vote de complaisance pour faire plaisir à quiconque. Clairement. Je ne sais pas si j'ai été... Donc, en parallèle, donc ça divise un petit peu, ça ralentit un petit peu l'urbanisation sur les Péruviens. Donc voilà. Et dernière chose, il y a un courrier, justement, donc de la SAGEM qui nous demande 11,5 millions
de dédommagement. Encore une fois, notre cabinet d'avocats a statué sur cette affaire et nous a bien dit que cette lettre ne tenait pas la route. Certes, ils demandent 11 millions, mais ils ne les auront jamais, ces 11 millions d'euros. Voilà. Monsieur Faudon, je vous vois debout. Faudon, je veux dire. Avec attention, parce que c'est quand même une convention très importante. Complètement. Les engagements ont été ils se sont terminés au 31 décembre 2019. Et est-ce que vous comptez avoir une relation pour essayer d'arranger les choses avec la SAGEM, parce que la SAGEM, c'est un organisme qui est très important au niveau du département, et il n'a pas besoin de l'opposition à ce niveau. Ouais. Je réponds et je suis à vous après. Encore une fois, moi j'ai rien à devoir à la SAGEM, et c'est des avocats qui doivent traiter ça. C'est pas moi, Benoît Basile, qui va aller voir M. Ignatov et lui dire, je vais lui taper dans la main et lui dire on a une solution. D'ailleurs, je suis très étonné, dans le communiqué, c'est précisé. Nous avons trouvé une solution si je serais élu. Comment? On est encore en poste, nous, adjoints, on n'a pas été au courant. De l'autre côté, on se dit on a trouvé une solution. Non, on n'a pas de solution. Il y a des avocats qui sont spécialisés dedans. La convention, c'est terminé. Après, il faut prendre le temps de souffler. On a le temps de souffler. On a 8 hectares à urbaniser. On a encore 5 ans avec l'EPF qui nous supporte les terrains donc pour nous, pour réfléchir à qu'est-ce que va devenir les Péreguins. Voilà. Je pense qu'encore une fois, ça rentre dans notre objectif de ne pas aller à cette course à l'urbanisation. Je vous écoute. Je voudrais savoir si justement l'avocat de la mairie suit avec attention cette campagne électorale, justement à ce sujet-là, parce que je pense que c'est important, parce que je suis très étonné. La SAGEM, effectivement, c'est un véhicule public, et il faut savoir que la SAGEM, c'est la mairie de la Garde. Le maire de la Garde, c'est l'ancien maire. C'est également le président des Républicains. Voilà. Et je m'étonne de tout ça, et je me dis qu'à la fin de l'Espagne, peut-être que la SAGEM reverra ce courrier, et pourquoi pas la mairie demandera des indicateurs auprès de la SAGEM. Parce qu'il y a un mélange déjà qui est top. Voilà. Non mais nous demain, ils nous demandent 11 millions. À l'inverse, on a des armes pour se défendre aussi. Je m'étonne que le président des Républicains. Voilà, qui est plus dans le journal, la chose pour la mairie. Et je m'étonne de ce mélange de gens et je me dis, c'est pas lié sur les consultations comme ça politiques. C'est pour ça qu'on a voté contre. Parce que nous, on n'a pas fait de politique. On a raisonné avec les conseils de l'avocat. Voilà. Et, petit résumé. Complètement. Certes, c'est une société d'économie mixte, mais c'est un aménageur avant tout. Nous, on est commune, on a nos intérêts à défendre. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Mais je n'utilise pas ces arguments, parce que si je vous dis demain, M. Masson, c'est le président des Républicains, ancien maire, ancien président de la SAGEM, et futur maire, vous avez son et qu'en face, je vous dis, on a tous des intérêts dans la SAGEM, enfin tous communes, ça ne serait pas mon rôle. Merci de l'avoir. Vous l'avez dit. Est-ce que vous voulez boire un petit verre de l'amitié avant de se quitter? Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. De toute façon, Allez, une dernière? Allez, 2 dernières. Attends.
Oui, bonsoir. Une question plus prosaïque. Vous m'entendez? Oui, mais une question toute mosaïque. Une question toute prosaïque. Vous parliez du centre-ville qui est tenu. Oui. Néanmoins, il y a des voies d'accès vers les Saint-Marc et plus précisément vers l'ouest de Cuers. Donc, est-ce que ces accès, bien sûr, sont maintenus, ce qui me semble être logique? Et de quelle façon Cuers pourra être contourné? Ou le sera-t-il, par exemple? Je vais prendre la deuxième question. Je vais répondre, hein, C'est juste pour rejoindre le monsieur là-bas. Quand il y a eu des réunions, justement, M. Masson, pour ne pas le dire, s'est retrouvé dans une réunion. Donc, de quelqu'un qui a une liste, bien sûr. Est-ce qu'on peut craindre que, donc, M. Masson fasse, comment puis-je dire, le forcing? Est-ce qu'on peut craindre que cette liste accepte plus tard les commissions de la SAGEM? Alors, première question. En effet, on gardera les axes principaux pour accéder au centre-ville. Les Capitales Bernard, Foch, Joffre. On va élargir les trottoirs parce que le sens. Enfin, vous êtes bien conscient que vous savez que en montant Joffre, les trottoirs ils sont serrés, on ne peut pas passer avec un fauteuil roulant, on ne peut pas passer. Voilà. Donc c'est un projet qui va être adapté aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Et voilà, on va contourner Cuers. Il y a un projet de contournement qui partirait de Total, du rond-point Total, un contournement par Saint-Lazare pour arriver sur le Carrefour Market. Vous voyez, à peu près. Donc ça, il y a des emplacements réservés, mais voilà. Pour l'instant, Cuers, récemment, vous avez vu, on a enlevé les bus et on a dévié les bus du centre-ville. Ça, c'était la première étape. La seconde étape, ça sera vraiment le centre de circulation unique pour remonter sur le centre-ville. Mais ça, c'est pareil, des études ont été réalisées pour ça. Non, il faut donner place aux voitures aussi. Enfin, on est dans un milieu rural où on ne peut pas forcément développer les bus. Ça aussi, les vélos, non. Il faut qu'on ait encore laisser la place à nos voitures, mais qu'on limite la pollution visuelle que représentent ces voitures. D'autres listes proposent des parkings bien moins coûteux, vous savez, à étage. Donc ça, c'est un petit peu la facilité, parce que la pollution visuelle, elle y est. Oui, économiquement, c'est peut-être un peu plus... Mais moi, je ne trouve pas ça structurant. Je préfère redonner de la vie à ces espaces. Merci. J'ai très soif. Allez, la dernière question. Je ne vais pas répondre à cette question parce que... voilà. Elle est trop gênante, mais dans le communiqué, sur la fin, on a trouvé une solution si je serais élu. Ça répond à votre question. Comment on peut trouver une solution sans avoir traité le dossier? Messieurs, dames, je vous remercie d'être venus si nombreux. Et à très bientôt.